Salut à tous, vous l'avez probablement entendu, il y a quelques semaines, les Harlem Globetrotters ont rédigé une lettre à l'attention de la NBA pour que leur franchise puisse évoluer dans la Grande Ligue. Il y a fort à parier que les plus jeunes ne comprennent pas l'idée, tant cette équipe aujourd'hui est davantage liée à un aspect divertissement, spectacle, presque proche du cirque qu'à la compétition. Pourtant, ce que l'on oublie, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a de vrais basketteurs chez les Globetrotters. Voici pourquoi dans la vidéo du jour, nous allons raconter leur récit, et vous allez vous rendre compte qu'imaginer les voir en NBA ne serait peut-être pas si déconnant que ça, tant leur rôle dans l'histoire du basket américain est iconique. Retour dans le passé de cette glorieuse franchise. Tout a commencé en 1926 lorsque Abe Saperstein décide de construire cette équipe à Hinckley, dans l'Illinois. Son but, réunir tous les meilleurs joueurs noirs alors refusés dans les autres ligues afin de les mettre en lumière. D'ailleurs, si vous êtes un habitué de la chaîne, le nom de Saperstein vous parle probablement, vu que nous avions déjà parlé de lui dans une ancienne vidéo consacrée au shoot à 3 points. Mais revenons aux Harlem Globetrotters, qui au départ étaient localisés aux abords de Chicago et se composait des meilleurs joueurs de la Negro American Legion League, le nom parle de lui-même. Si au départ la franchise s'appelait le Savoy Big Five en référence au quartier où elle se situait, le nom évolua dès la saison suivante pour devenir celui des New York puis des Harlem Globetrotters en 1930. Mais là, il y a un souci, non? Ce choix de naming ne vous semble pas complètement étrange, sachant que l'équipe se situe à 1200 km de New York et qu'aucun joueur n'a jamais quitté les États-Unis? Évidemment que si, mais ne pensez pas que Saperstein ne savait pas ce qu'il faisait. Pour lui, utiliser le nom de Harlem Globetrotters permettait à la fois de rendre hommage à la communauté afro-américaine très présente à Harlem, tout en affichant ses ambitions à moyen terme d'obtenir une renommée planétaire en faisant des shows aux 4 coins du globe. Fun fact, les maillots étoilés mythiques de l'équipe ainsi que leurs shorts à rayures étaient au départ cousus par Saperstein lui-même. Et ouais, il était fils de couturier, malin. Mais plutôt que de parler de fringues et de mode, revenons au début du siècle, après la Première Guerre mondiale. Au départ, l'objectif de l'assemblage de cette team était simple, faire des exhibitions avant les grands bals très populaires à l'époque aux États-Unis. L'idée était à la fois de promouvoir le basket, mais surtout d'essayer d'attirer une foule de plus en plus nombreuse à ces événements. Mais en 1929, les joueurs menés par Tommy Brokins décidèrent de se rebeller. Ils en avaient marre d'être au second plan lors des galas de danse pour seulement faire des exhibitions. Les mecs voulaient jouer au basket pour de vrai, en mode compétition, et Saperstein l'a bien capté. Voilà pourquoi ce dernier, en tant que manager puis en tant que coach, a commencé à leur trouver des adversaires pour organiser des matchs un peu partout dans l'Illinois puis dans tout le pays. Là, ne mâchons pas nos mots, à chaque fois qu'elle jouait, l'équipe dominait complètement. En 10 ans, elle gagnait la majorité de ses matchs, mais une défaite quand même eut son importance, celle qui eut lieu en 1939 lors de la finale du World Professional Basketball Tournament. Pour info, il s'agissait de la première édition du plus gros tournoi pro de l'époque, censé élire l'équipe championne du monde à la fin. Dommage pour cette défaite, car le symbole pour les Globetrotters aurait été chouette. Mais peu importe, en 1940, ceux-ci prirent leur revanche et soulevèrent la coupe à leur tour, ce qu'ils firent encore et encore les années suivantes, s'imposant la plupart du temps avec une facilité ahurissante vu qu'ils possédaient un bilan exceptionnel de plus de 97% de win. En parallèle, la BAA, ancêtre de la NBA, fait son apparition en 1946, complètement indépendamment des Harlem Globetrotters. Et oui, avant 1950, cette ligue n'était réservée qu'aux joueurs de couleur blanche. Heureusement, depuis, les temps ont changé. Et ce qui est le plus bête, c'est que selon les dires de tous à l'époque, les Globetrotters étaient bien meilleurs que n'importe quelle équipe BAA. Sauf que la vérité, c'est que ce n'était qu'une rumeur, car personne n'avait de preuves, il fallait donc vérifier ça au plus vite. C'est ainsi que quand en 1948 un match fut organisé entre les Minneapolis Lakers du grand George Mikan et les Harlem Globetrotters, la hype était folle. Pour l'organisation de cette rencontre, encore une fois, on peut remercier Saperstein, grand ami du GM des Lakers Max Winter. Apparemment, les deux potes se chambraient sans arrêt, affirmant chacun de leur côté qu'ils possédaient la meilleure équipe du pays. Et le seul moyen de savoir qui avait raison, vous le connaissez, c'était de les faire s'affronter. Voilà comment l'événement organisé par Saperstein prit place au Chicago Stadium. Pour la petite histoire, à ce moment-là, son équipe était sur une série de 102 victoires consécutives. Pas mal, non? Mais ne pensez pas que les Lakers allaient se laisser faire en face et qu'ils étaient n'importe qui. Même si la franchise n'avait été créée il n'y a que 6 mois, en plus de George Mikan, la première star de la Grande Ligue, elle possédait dans ses rangs Jim Pollard, aka le Kangaroo Kid. Oui, le mec avait une capacité de jump hallucinante, qui lui permettait, selon la rumeur, de dunker depuis la ligne des lancers. Puis pour en rajouter, si vous doutez encore de la valeur de l'équipe de Minneapolis, retenez qu'entre 48 et 54, elle a remporté 5 titres, pas plus pas moins. Le level était donc présent, aucun doute là-dessus. Sachez cependant que d'un point de vue logistique, les joueurs n'étaient absolument pas logés à la même enseigne à cette époque-là. Quand les Lakers s'occupaient un hôtel de luxe au centre de Chicago, les Globetrotters, eux, avaient été réunis dans une enseigne miteuse du sud de la ville, devant se partager des chambres aussi vétustes que peu spacieuses. Ok, c'est abusé, mais il n'en fallait peut-être pas moins pour motiver à fond la team de Saperstein. Arrive donc le jour du match dans un Chicago Stadium plein à craquer. Plus de 18 000 personnes sont alors entassées dans la salle alors que d'autres qui n'ont pas pu rentrer attendent dehors, essayant de trouver un moyen d'assister au duel. Pour l'anecdote, sachez qu'avant cela, Chicago n'avait
jamais accueilli plus de 9000 personnes pour un match de basket, c'est dire si la rencontre était attendue. Et là, même si les Globetrotters étaient l'équipe locale, c'est sous pas mal de huées que le 5 composé de Rich Goose Tatum, Marques Haynes, Hermer Robinson, Wilbert King et Louise Bay Presley débarque sur le parquet. Même s'il y avait quelques Afro-Américains dans les tribunes, ceux-ci préféraient rester discrets, tandis que les autres, eux, gigotaient dans tous les sens. L'enjeu de ce match, vous l'avez compris, allait bien au-delà du basketball. Mais le souci, sur le terrain, c'est que Goose Tatum, le joueur star de l'équipe de Harlem, mais aussi le plus grand, ne mesurait que 1m90. C'était faible pour lutter face à son vis-à-vis du jour, George Mikan, et ses 2m08. D'ailleurs, dans la première mi-temps, la différence est flagrante. Mikan met 18 points, Tatum aucun, et les Lakers mènent 32-23. La messe semblait déjà dite. Alors, à la mi-temps, Saperstein réunit ses troupes. Il leur expose son plan pour défendre sur Mikan, et c'est ainsi qu'apparaît la première prise à deux référencée dans l'histoire du basket. L'objectif, bloquer l'accès au ballon au pivot des Lakers, est tracé à toute vitesse ensuite en contre-attaque pour fatiguer les Lakers. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement les Globetrotters restaient sur plus de 100 wins de suite, mais en plus ils étaient en super forme. Ces derniers, depuis des mois et des mois, voire même des années, avaient pris l'habitude de jouer tous les soirs de la semaine, 7 jours sur 7, et leurs conditions physiques étaient juste au top. En même temps, pour survivre, ils n'avaient pas le choix, car à cette époque, quand après une prestation l'équipe obtenait $50 à se partager, c'était déjà le grand luxe. Parfois, les ressources ne suffisaient même pas pour avoir de quoi payer une chambre à chacun. Les joueurs rentraient alors discrètement par la sortie de secours et rejoignaient tous Saperstein dans sa chambre individuelle. La scène devait être assez cocasse, mais au vu du manque de financement, pas le choix, c'était comme ça que ça se passait. Quoi qu'il en soit, afin de remplir les caisses, il fallait jouer le plus possible, c'était ça ou rien. Bref, face aux Lakers, c'est dans une toute nouvelle mentalité que les Globetrotters entament la deuxième mi-temps, et ça fonctionne. Tatum et Presley, avec leur prise à deux, limitent Mikan à seulement 6 points dans la deuxième période. À ce moment-là, les interceptions s'enchaînent, les transitions fusent, les joueurs de Minneapolis tirent la langue et les Globetrotters prennent enfin le lead dans le troisième quart-temps. Sauf que problème, dans la dernière période, Tatum et Presley sont exclus tour à tour pour des soucis de faute. Évidemment, il est dur de faire preuve d'agressivité en défense sur une star comme Mikan sans se faire siffler, et les deux intérieurs de Harlem s'en sont bien rendus compte ce soir-là. Face à des Globetrotters diminués, les Lakers reviennent alors à 59 partout à seulement 90 secondes du terme, autant dire que ça sent mauvais. Et à cette époque, où l'horloge des 24 n'existait pas encore, le suspense promettait d'être au rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la team de Saperstein, il y avait Marques Haynes, le spécialiste du dribble qui depuis déjà de longues minutes s'amusait à ridiculiser les Lakers en conservant le ballon sans que jamais personne ne puisse l'attraper. C'est ainsi en zigzagant que le meneur attendit les dernières secondes de la partie. Il envoya alors le ballon à Hermer Robinson qui attendait simplement à 9 mètres du cercle. Dans l'équipe, il était le spécialiste des bombes à longue distance, mais là dans ce match rien à faire, ça ne voulait pas rentrer. Jusque là, l'ailier affichait un vilain 0 sur 3 pour ce genre de tir, mais cette fois-ci, il prit son temps, fléchit les genoux, dégaina et swish. Les fans, notamment les Afro-Américains, explosèrent cette fois-ci. Ils envahirent alors le terrain, tandis que Saperstein fut porté en héros par ses joueurs. Le moment était juste légendaire dans l'histoire du basketball. Et vous l'avez compris, et on l'a déjà dit, le symbole allait bien au-delà des frontières du sport. Bien sûr, si de son côté Saperstein a toujours affirmé que l'enjeu de ce match pour lui n'était que sportif, il avait au final engendré bien plus de conséquences. Vous vous rendez compte, la meilleure équipe au monde n'était même pas professionnelle et n'avait pas non plus le droit de concourir pour le titre BAA, et voilà de quoi remettre beaucoup de choses en question. Ce jour-là, tout le monde s'est aperçu de plusieurs choses, enfin si on peut dire. Non seulement les joueurs noirs étaient au moins aussi talentueux que les blancs, mais en plus ils pouvaient attirer une toute nouvelle foule afro-américaine qui jusque-là ne fréquentait que très peu les salles de la BAA. La première pierre était donc clairement posée et la porte commençait à s'ouvrir pour envisager la première draft d'un joueur afro-américain, Earl Lloyd, quelques années plus tard. D'ailleurs, même avant ça, en 1950, Chuck Cooper, Nat Clifton et Hank Disoni, trois anciens Globetrotters, obtinrent un contrat dans la Grande Ligue. Cette dernière, avec 7 rencontres entre les Lakers et les Globetrotters, était donc sur le point de changer ses principes, pour notre plus grand plaisir. Mais oublions un peu la NBA et revenons à notre équipe de Harlem. Qu'allait-elle devenir si désormais tous les meilleurs joueurs devenaient pros? Eh bien, si vous croyez que Saperstein n'y avait pas pensé, vous vous mettez bien le doigt dans l'œil. Jamais à court d'idées, le fondateur de l'équipe décida de prendre un virage à 180 degrés. Maintenant que la team était renommée, il pourrait en faire une attraction touristique axée sur le spectacle et le divertissement, et rappelez que c'était son premier but au départ. L'objectif était de faire des shows dans tout le pays, puis dans le monde entier, pour exposer le talent de ses joueurs face à des sélections de joueurs universitaires ou des équipes locales. Désormais, lors des entraînements, on travaillait le handle, les trickshots et divers tours de passe-passe qui rendaient fous tous les publics du monde. En vrai, le basketball freestyle avec eux était né. Considérés comme des magiciens de la balle orange, les Globetrotters méritaient enfin leur surnom, et dans le monde entier, tout le monde s'arrachait les tickets, et le récit est juste incroyable. Et puis, d'un autre côté, dans des temps difficiles, si la NBA a survécu, c'est aussi au moins en partie grâce à l'équipe. Alors qu'avant l'arrivée de l'horloge des 24 secondes, le public avait tendance à déserter les salles de la Grande Ligue au vu du faible spectacle proposé, les Globetrotters, souvent programmés en levée de rideau, continuaient eux à séduire les amateurs
amateurs de basket champagne. Ouf. Sans les bénéfices ainsi engendrés, la NBA aurait clairement pu mettre la clé sous la porte. Avouez que ça aurait été dommage. Après, évidemment que si vous vouliez assister au plus haut niveau de compétition et d'engagement, les Globetrotters n'étaient pas faits pour vous. D'ailleurs, même si ceux-ci arrivèrent une nouvelle fois à battre les Lakers en 1949, plus jamais par la suite une équipe de la Grande Ligue ne s'inclina face à l'équipe de Saperstein. Et oui, maintenant que la NBA était ouverte à tous les joueurs, la différence de niveau était beaucoup trop grande. Mais peu importe, l'objectif n'était plus là, et si vous vouliez voir des choses inédites et spectaculaires avec ce fameux ballon de basket bleu-blanc-rouge, c'était bien du côté des exhibitions des Globetrotters qu'il fallait se tourner. Avec eux, les innovations étaient constantes et la mise en scène de mieux en mieux travaillée. Voilà comment le mythique cercle magique, accompagné de la musique Sweet Georgia Brown, a fait son apparition. Durant ce moment, prévu à l'avance, la chanson de Ben Bernie était alors diffusée à fond dans les enceintes de la salle. Les joueurs de Harlem enchaînaient alors les passes face à une défense impuissante, multipliant des tricks très variés mêlant jonglage, spinning et dextérité. Ouais, on vous le répète, pour l'époque, c'était un truc de dingue, une chose jamais vue auparavant. Pour être encore plus précis d'ailleurs, sachez que c'est en 1952 que les shows sont devenus réellement scénarisés, s'écartant de plus en plus du basket de compétition. Louis Colts, un proche de Saperstein, eut même l'idée de créer les Washington Generals, qui deviendraient l'adversaire traditionnel de l'équipe. Leur but, jouer les grands méchants, qui se faisaient ridiculiser par les gentils, qui à la fin, malgré les tricheries en tout genre des Generals, finissaient toujours par gagner. Le spectacle a alors pris une dimension ultra familiale, et vous l'imaginez bien, les kids adoraient. La popularité du show des Globetrotters est devenue planétaire, et ces derniers touchaient désormais tout le monde, amateur de basket ou non. C'est alors en 1959, en pleine guerre froide, que l'équipe dans laquelle évoluait un très jeune Wilt Chamberlain fut invité à Moscou pour y faire une tournée. Yep, petite parenthèse, avant de rejoindre la NBA, le Big Dipper avait accepté un pont d'or de la part de la franchise pour passer une saison sous son maillot. Le pivot est ainsi devenu une légende de la team et a vu par la suite son maillot retiré. Mais revenons à la tournée soviétique. Au vu du contexte, elle montrait à quel point le show des Globetrotters était devenu global, sans frontières, mais aussi ouvert à tous, quel que soit son bord politique. Lors de ce voyage, les joueurs rencontrèrent divers ministres, divers hommes haut placés, dans l'objectif de renouer autant que possible les liens entre les États-Unis et l'URSS. Petite anecdote intéressante, pour l'occasion, les Washington Generals, qui bien sûr avaient accompagné Wilt et ses potes, furent rebaptisés les San Francisco Chinese Basketeers pour des raisons politiques et culturelles. Et ouais, encore une fois, ça montre que l'aura de la franchise dépassait bel et bien les frontières du sport et du divertissement, c'est dingue. En tout cas, chez les soviétiques, le show fut immensément apprécié, et les joueurs pouvaient toucher une somme record de 4000 $ chacun par rencontre. Tout le monde y trouvait son compte et la franchise devenait enfin hyper bankable. Pour faire bref, c'était l'avènement des Globetrotters qui désormais rayonnait dans le monde entier, sous tous les aspects, quels qu'ils soient. Pour aller encore plus loin, juste après son voyage en terre communiste, l'équipe prit la direction de Rome pour effectuer son fameux cercle magique devant les yeux ébahis du pape Pie XII. Saperstein avait réussi sa mission, et pas qu'un peu. Désormais, à travers le basketball, des hommes afro-américains étaient complètement intégrés à la culture mondiale populaire. Quand on connaît un peu le contexte social de l'époque, on se rend vraiment compte de l'exploit. À chacun de leurs déplacements, les Globetrotters étaient accueillis comme des rockstars, réunissant jusqu'à 75 000 personnes à Berlin dans les années 60. Ouais, quasiment tout le stade de France. Depuis, rien n'a changé, et c'est dans cette optique que l'équipe continue à évoluer partout dans le monde. Régulièrement, futurs ou anciens pros viennent remplir le roster de l'équipe. Et si Wilt Chamberlain représente probablement le plus gros nom que les Globetrotters aient connu, d'autres grands joueurs ont également porté leur maillot. Outre ceux que nous avons déjà évoqués, Connie Hawkins, Lou Dunbar ou Midolar Clemon sont probablement les plus réputés. Karim Abdul-Jabbar aurait pu faire partie de l'aventure lui aussi, mais au moment de sa draft, il a préféré aller vers la compétition et les Bucks, rejetant alors une proposition gigantesque d'1 million $. Au moins le pivot savait ce qu'il voulait. Symbole d'ouverture également, les Globetrotters en 1985 signèrent Lynette Woodard, première femme all-time à rejoindre l'effectif. Depuis, 12 autres joueuses ont porté les couleurs de l'équipe de Harlem. Ceci est d'ailleurs devenu une tradition. Désormais, la franchise se débrouille pour toujours avoir au moins une femme dans le roster. Aujourd'hui, par exemple, c'est Fatima Lister qui participe aux tournées mondiales. Puis tant qu'à faire dans l'ouverture aussi, notons qu'en 1995, l'accès à la team ne fut plus réservé exclusivement aux joueurs afro-américains, vu que Orlando Antigua, joueur d'origine hispanique, intégra lui aussi l'effectif. Ce que voulait Abe Saperstein, au final, c'était ça, créer avant tout le monde une équipe ouverte à tous, et notamment aux minorités régulièrement exclues. Même après son décès, la tradition a été préservée, et les Globetrotters donnent toujours des frissons et le sourire au monde entier. De toute façon, toute sa vie, le fondateur de l'équipe a œuvré dans ce sens, surmontant parfois des obstacles importants, comme lorsqu'il fut traité d'esclavagiste qui exploitait des joueurs noirs pour faire son business. Heureusement, à ce moment-là, Saperstein eut le soutien de Jesse Jackson, révérend célèbre aux USA considéré comme un symbole de l'égalité et du respect des droits civiques. Celui-ci, en expliquant que les shows des Globetrotters ne dégradaient pas du tout l'image de la population afro-américaine, tout en soulignant que les joueurs étaient très bien payés, a peut-être sauvé la franchise par son discours. Et en vrai, heureusement qu'il était là, lui, tant l'abattement médiatique était violent. Autre petite anecdote qui a son importance d'ailleurs, en 1968, le siège
siège de l'équipe déménage enfin à Harlem. Saperstein, décédé en 1966, n'aura donc jamais vu évoluer sa franchise dans le quartier où il l'avait imaginé, dommage. Notons aussi qu'à cette époque, même si beaucoup de choses tournaient autour du divertissement, un aspect sportif demeurait toujours dans les rencontres des Globetrotters. Bien sûr qu'à chaque match, les joueurs étaient payés pour faire le show, mais en fin de rencontre, parfois l'intensité s'élevait. Et forcément, tout ne se terminait pas toujours bien, mais le bilan global restait dingue. Depuis 1962, ouvrez bien vos oreilles, l'équipe présente un bilan de plus de 12 000 victoires pour seulement 3 défaites. Et c'est déconvenu, parlons-en. La première eut lieu en 1971 en raison d'un gros fail. Alors que dans le scénario, la table de marque devait éteindre le chronomètre après un shoot des Generals pour permettre aux Globetrotters d'inscrire le buzzer beater, le responsable de l'horloge s'oublia. Dans la confusion générale, les héros ne purent même pas faire la remise en jeu et s'inclinèrent sur un score de 100 à 99. Dommage. C'est ainsi que pour la seule et unique fois de l'histoire, les super vilains s'en allèrent avec la win sous une bronca incroyable venant des tribunes. La deuxième défaite eut lieu plus récemment, en 1995 face à une sélection créée par un Karim Abdul-Jabbar de 48 ans bien décidé à ne pas se laisser faire. Face au Skyhook de l'ancien Laker, auteur de 34 points, les Globetrotters ne purent rien faire. Et oui, le pivot avait cette réputation d'être increvable et il l'a encore prouvé ce jour-là. Enfin, la troisième déconvenue eut lieu en 2000 face à une université de Michigan State championne NCAA en titre. Leur effectif était composé entre autres de Jason Richardson et de Zach Randolph. Pas mal non, c'était en tout cas déjà trop pour les Globetrotters. Il faut dire aussi que depuis le décès de Saperstein, l'équipe de plus en plus perdait de sa superbe en étant composée de joueurs bien moins bons qu'à l'époque. Évidemment, les meilleurs préfèrent souvent la compétition au cirque, on les comprend. L'ère glorieuse est donc terminée, mais encore et toujours, l'équipe de Harlem fait le tour du monde pour ridiculiser les Washington Generals devant des enfants bien souvent aux anges. Rien que ça, c'est déjà très cool. De ce qu'il se dit en 2021, dans ces matchs face à leurs rivaux de toujours, les Harlem Globetrotters jouent environ 70% du temps en suivant un scénario bien scripté, tandis que les 30 derniers pourcents s'apparentent à du vrai basket. Tout n'est donc pas entièrement écrit à la virgule près, et ça c'est important de le savoir. Sachez également qu'aujourd'hui dans l'effectif, chacun possède son rôle. Le dribbleur, le dunker, le clown, le shooter, l'acrobate, le chambreur, tous les éléments sont réunis pour produire le meilleur divertissement possible. Diverses règles aussi, comme le shoot à 4 points par exemple, ont même été introduites, afin d'assurer quoi qu'il arrive le spectacle. Aujourd'hui, si on fait le bilan, les Globetrotters ont joué dans 124 pays sur tous les continents du monde à part l'Antarctique, et ont réuni au total 148 millions de fans dont vous faites peut-être partie. Ils sont également un vrai phénomène culturel connu sur toute la planète et dans de nombreux films ou séries on peut voir leur légendaire uniforme qui en presque un siècle n'a jamais bougé. Saperstein peut donc être fier de ses talents de couturier. Sommet de la hype, les Globetrotters ont même eu un dessin animé dont ils étaient les héros diffusé sur CBS dans les années 80, What Else. Pour aller encore plus loin, sachez enfin que Marquis Haynes, Midollar Clemon, Goose Tatum et Lynette Woodard sont tous entrés au Hall of Fame de Springfield en tant que Globetrotters. Will Chamberlain, Connie Hawkins et William Pop Gates font aussi partie de ceux qui ont été honorés au Panthéon du basket et ont un jour porté le maillot de la franchise de Harlem. Évidemment, Abe Saperstein y a eu sa place lui aussi, en tant que contributeur. Et en 2002, ce fut carrément la franchise dans son entièreté qui fut intronisée au Hall of Fame. En termes de légende, ça va là non? Durant toutes ces années, les Globetrotters ont été des précurseurs, qui ont démoli des barrières et ont fait progresser le monde sous tout plein d'aspects, jusqu'à la politique. Au début du 21e siècle, la franchise reçut même la distinction d'équipe la plus influente de toute l'histoire du basketball. En 2021, l'hymne Sweet Georgia Brown continue à être sifflé dans le monde entier, et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, les Globetrotters sont une marque à part entière, que le nouveau propriétaire, Manny Jackson, ancien joueur de l'équipe, a même déposé. La vente de produits dérivés permet évidemment de payer les joueurs, mais pas que. De nombreux dollars issus des 300 shows annuels sont reversés à diverses associations caritatives partout dans le monde, toujours dans une visée sociale et égalitaire envers les communautés les plus défavorisées. L'étoile que les Globetrotters possèdent sur la fameuse avenue du Walk of Fame à Hollywood est bien méritée, tant la franchise a œuvré pour des bonnes causes. Alors oui, pour tout ce que cette équipe a représenté pour le basket, mais aussi pour la culture, le divertissement et l'égalité, ce serait un beau symbole de voir une franchise NBA débarquer à Harlem. Et même si ce n'est pas sûr que ça arrive un jour, nous sommes certains que ça plairait à plus d'un. Vous en pensez quoi, vous ? Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.